Alors, quand un peuple a décidé de ne pas se battre pour ses droits, quand un peuple a décidé que le mépris dont il est victime depuis la nuit des temps est normal, quand un peuple se comporte comme une femme qu'on est en train de violer et qui, à force, trouve normal de subir ce qu'elle subit à contre-cœur, mais elle trouve qu'elle a mérité le mépris, la chosification et la barbarie dont elle est actuellement la victime. Ça aboutit à quelque chose comme le peuple camerounais, où vous avez des gens donc qui, après y avoir crié non à l'ingérence, se réjouissent allègrement de ce que les mêmes acteurs qu'on soupçonnait d'ingérence viennent et fassent cette fois de l'ingérence flagrante. Certains vont parler du syndrome de Stockholm, d'autres évoquent un Français justement très connu, un écrivain du XVIIe siècle, Étienne de la Boétie, qui parlait de la servitude volontaire. Il disait, entre autres, comment concevoir qu'un peuple concède volontairement à sa propre servitude, qu'un peuple voilà accepte volontairement, de son plein gré, de se faire marcher dessus. Voilà donc des gens qui, quand on posait la question où se trouve Paul Biya, disaient pourquoi vous le cherchez, en quoi est-ce que sa présence vous est utile, qu'il soit vivant, qu'il soit, quel est votre problème dedans, et qui maintenant que Paul Biya s'est montré se réjouissent, mais dans un tintamarre assourdissant, bien plus que nous-mêmes qui demandions où se trouve Paul Biya. C'est l'occasion de constater qu'en fait, eux aussi étaient tout aussi inquiets et se demandaient si leur président est encore en vie, s'il va bien, où il se trouve. Le paradoxe, c'est que lorsqu'on a posé cette question légitime, ils étaient en train de nous railler et de nous le reprocher. On ne comprend donc pas l'aigresse de tous ces gens-là qu'on voit se trémousser et se dandiner un peu comme des électrons autour d'un noyau atomique. C'est assez inexplicable. Mais on ne s'arrêtait pas sur le fait qu'on voulait voir Paul Biya parce qu'il est très beau et parce qu'on aime sa veste bleu foncé, ça ne nous intéresse pas. On est dans le caractère politique factuel où en temps de crise il faut agir et en temps de crise il faut faire les choses de manière responsable, de manière adulte et ne pas mépriser son peuple. Donc, en temps de crise, un président, il fait un état des lieux et présente à la population ce qu'il pense de la situation, comment ils doivent se comporter. Il ne gouverne pas par procuration, il ne gouverne pas par intermédiaire, ce n'est pas la monarchie. On n'est pas dans un système comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne où le président est juste là où le roi, de manière symbolique, il apparaît de temps en temps et c'est le gouvernement qui mène l'action. On est dans une république. Quand on dit décentralisation, ça veut dire le président donne le cap, il rend des comptes, il est public, il s'explique devant ceux à qui justement il doit son pouvoir et après il laisse les ministres, les gouvernants, les préfectures et tous les acteurs de la société civile coordonner les actions qu'il a mises ou du moins ou aussi critiquer ces actions-là si elles ne sont pas menées comme elles doivent être menées. Le Camerounais aujourd'hui se comporte malheureusement comme dans une monarchie où il a beau dire que c'est une république, il a beau dire c'est un État de droit, de surcroît, il a beau dire qu'il a voté, qu'il a élu quelqu'un, mais c'est le même qui accepte que la personne qu'il a élue ne se montre pas à lui ou que la personne qu'il a élue se montre à lui dans un intervalle mais totalement méprisant de 4 secondes et qui plus est face à un intermédiaire étranger. Donc vous avez des Camerounais qui, parce qu'on leur avait présenté quelques beignets et quelques billets de banque, étaient y allés à l'ambassade de France réclamer l'indépendance, la sortie de l'ingérence, on était très heureux, on a cru, on a crié au panafricanisme 2.0. Mais ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, sont incapables de se poser la question pourquoi est-ce que c'est devant un ambassade français que Paul Biya s'exprime, alors que la crise du Covid-19 est en train de massacrer les Camerounais, et alors que pour Monsieur Christophe Guilot, ambassadeur de France, de Cameroun, de France au Cameroun, Emmanuel Macron, lui, il s'est exprimé. Ça veut dire que quand Christophe Guilot rentre à la maison chez lui, il allume la télé, il a l'occasion d'écouter son président. Il a écouté Emmanuel Macron plus de 3 fois déjà, 4 fois. Ça c'est pour les cas solennels. Et maintenant, en aparté ou dans des extraits qui apparaissent à la télé de temps en temps, on entend Macron s'exprimer. Il donne même des interviews à des journaux et à des médias en ligne. Et parfois c'est diffusé des extraits sur la chaîne nationale. Mais Christophe Guilot arrive au Cameroun et est traité en président dans un contexte où il serait impensable pour des Français d'avoir actuellement un ambassadeur camerounais qui passe sur la télévision nationale à TF1. Ces mêmes gens qui ont créé l'ingérence au Cameroun seront
dont très nombreux se retrouvent très nombreux à la télévision et écouter Christophe Guillo comme s'il s'agissait de leur président. Donc c'est Christophe Guillo qui rend compte aux Camerounais de ce qu'est la crise, de ce qu'est le contexte du Covid-19 au Cameroun, et c'est lui qui explique les relations franco-camerounaises. Un apport de gel hydroalcoolique dont le premier ministre Joseph Dion Ngouté a d'ailleurs été très reconnaissant, sans honte aucune. Emmanuel Macron, justement, par l'intermédiaire de son ambassadeur, dont la France a fait un don puissant de gel hydroalcoolique pour le Cameroun, dans un contexte où les Camerounais ont refusé l'aide d'autres Camerounais, prétextant que ces Camerounais-là, justement, rassemblaient des fonds pour acheter des armes. Il est là le paradoxe nègre. Je refuse que mon frère, le noir, le nègre, l'africain, le camerounais m'aide, mais j'accepte que le blanc, le caucasien, le gaulois, le colon, l'esclavagiste, celui qui m'a mis en servitude pendant 4 siècles, c'est lui qui devient mon ami, c'est lui qui m'aide et je le remercie même solennellement par la voix du Premier ministre, pendant que la voix du ministre de l'Intérieur était en train d'interdire des dons que d'autres Camerounais faisaient pour des Camerounais. On vous demande d'agir et de ne plus critiquer. Et lorsque vous critiquez, lorsque vous voulez y apporter un apport matériel, permettez-moi la tautologie, on vous empêche et on soupçonne la collecte que vous avez faite et l'engagement qui a été le vôtre d'être au service d'une déstabilisation dans un état de droit plutôt que la présomption d'innocence. On vous fait une présomption de culpabilité. Voilà donc le paradoxe nègre. Voilà la France qui est en pénurie de gel hydroalcoolique, en pénurie de masques, qui est obligée, malgré son haut niveau de développement bien supérieur au nôtre, évidemment, il n'y a pas photo, mais qui se retrouvent à nous faire des dons, alors que justement, les Camerounais qui sont en train d'accepter ces dons-là étaient en train de dire que non, la France doit s'occuper des Français, la France doit gérer, s'auto-gérer là-bas. De toute façon, le Cameroun n'a pas beaucoup de camps, et alors qu'ils ont refusé justement les dons de leurs propres compatriotes. Ça amène à penser que il y a des gens qui, et ils sont très nombreux, préféreraient voir Christophe Guillo euh, à la tête de la République du Cameroun plutôt qu'un autre Camerounais pour des questions tribales, pour des questions ethniques, pour des questions de clan. La question n'est pas, ne soyez pas hors du sujet, ne soyez pas... enfin, on sait que les Camerounais ont été habitués, ont été éduqués à briller dans la distraction, mais ne tombez pas dedans parce que le discours n'est pas de savoir si Paul Biya est vivant ou pas. Parce que le fait qu'il soit vivant ne développe pas le Cameroun outre mesure. Découvrir maintenant que finalement il est en vie soulève d'ailleurs bien d'autres questions. Où étiez-vous, monsieur, pendant que les Camerounais se mouraient? Où étiez-vous et où êtes-vous d'ailleurs encore? Comment un peuple peut-il se contenter d'une apparition aussi sporadique et aussi infantilisante? C'est de l'arrogance monarchique, c'est du mépris impérial. Je ne suis pas là depuis 36 jours, ça fait justement un peu plus de 36 ans, 36 plus 2, qu'il brille par son absence à la tête de la magistrature suprême. Et 36 jours plus tard, quand je réapparais, c'est pour un intervalle de temps aussi bref. Je ne dis rien, je redisparais. Dans la nature, on ne sait pas quand est-ce que je réapparaîtrai, mais je suis le président d'un pays, d'un État, d'une république, et pas d'un empire ou que sais-je encore. Ce n'est pas Néron, ce n'est pas Caligula, ce n'est pas Claude Ptolémée, ce n'est pas l'empereur de Rome, ce n'est pas l'impératrice Cléopâtre, ce n'est pas Makeda d'Éthiopie. Voilà. Le paradoxe nègre, donc, qui fait que les Camerounais vont s'asseoir en masse à la télévision pour écouter un Français leur parler du Cameroun comme si il n'avait pas de président, nous amène à nous interroger si ce peuple est encore dans ce qu'on peut appeler la normalité, ou si ce peuple a besoin, comme le professeur Bouin-Babon le dit toujours, d'une assistance psychiatrique de fond. Parce qu'à ce niveau, à une telle échelle de perception des choses, on peut se dire que non, c'est un pays malade, c'est tout à fait un pays malade. L'ambassadeur du Cameroun ne sera jamais admis à TF1, il n'a rien à faire là-bas, les Français ne l'écouteraient pas, ça n'intéresse personne. Les Français d'abord en temps de crise, c'est ça, la République d'abord. Au Cameroun, en revanche, c'est l'événement du jour, c'est le highlight du week-end. Et d'ailleurs, ceux qui prônaient le panafricanisme de Paul Biya, ceux qui prônaient l'émancipation, l'indépendance, seront les premiers qui vont utiliser cette émission avec un émissaire français pour narguer justement les oppositions et ceux qui étaient en train de se demander où se trouve Paul Biya. Voilà donc les enjeux alors qu'on est en temps de crise. Voilà ce qui préoccupe les gens. Voilà l'état anormal et totalement malade dans lequel on se trouve. Et c'est comme ça qu'on a donc éduqué la population avec la boisson, avec la religion, avec l'infantilisation. On les a éduqués justement à être présents et être focalisés sur le trivial, sur l'absurde, sur ce qui le méprise
à être focalisé sur l'attaque d'une autre victime plutôt que de s'attaquer au bourreau, à celui qui les met tous en assujettissement. Le panafricanisme n'est pas la haine de l'Europe, ça c'est clair. Personne ne demande de nous vivons par exemple dans des pays occidentaux. Mais le panafricanisme c'est une logique de rééquilibre des relations, de rééquilibre et d'instauration de partenariats. Et en ce sens, Paul Biya n'est pas un panafricain, pas du tout. Le panafricanisme, ce n'est pas quand on dit je suis le meilleur élève de la France. Le panafricanisme, ce n'est pas de se dire, en 2013, le 6 décembre, de se retrouver à Paris, autour de François Hollande, et de déclarer la guerre à Boko Haram, qui est sur le terrain en Afrique à 6000 km. Les gens ont l'habitude de nous dire, vous parlez sur Facebook, vous parlez sur votre clavier, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Ce sont les mêmes gens qui vous disent pourquoi Biya a besoin d'être sur le terrain pour être efficace. Vous voyez donc qu'il y a une incohérence dedans, une absurdité de raisonnement qui ne dit pas son nom. Si Paul Biya est en mesure d'agir en signant des décrets, en parlant, je ne sais pas, en écrivant des tweets sur Facebook, et ça a un impact sur les agissements de ses compatriotes, sachez que la règle s'applique universellement. Nous aussi, donc, à travers nos vidéos, à travers nos sorties, à travers nos Facebook, nos claviers, ou alors notre combat depuis l'Occident, nous arrivons à influencer justement les agissements de nos compatriotes sur le terrain. Nous posons donc la question aujourd'hui, où est le panafricanisme de celui dont vous avez brandi justement la bravoure et le caractère indépendantiste? Vous avez mis Paul Biya sur le même piédestal que Ruben Oumniobé, que les Français détestaient tellement qu'ils ont assassiné à travers Abdoulaye Sarr en 1958. Vous avez mis sur la même ligne que Félix Moumié, qui a été assassiné par Bechtel le 3 novembre 60. Vous l'avez mis sur la même ligne que Amadou Ahidjo, qui a été assassiné, pardon, que Ernest Wangé, qui a été assassiné par Amadou Ahidjo le 15 janvier 71. Vous avez donc mis celui-là, qui est un grand ami des Français, comme Eyadema, le président du Togo, Gnassingbé, le père de l'autre, sur la même ligne, quelqu'un qui est aujourd'hui un grand ami, justement, et qui reçoit des ambassadeurs en temps de crise, sans avoir reçu le Premier ministre, sans avoir reçu le ministre de la Santé, qui sont les responsables en chef sur le terrain. Voilà donc votre panafricanisme à vous. Et vous êtes très content, ce peuple malade, ce peuple colonisé, ce peuple moutonisé. Quand on parle du mouton de Panurge, quand on parle du raisonnement et du comportement de chèvre, vous prenez ça pour une insulte. Non, on reste en France. C'est un Français, François Rabelais, qui justement au XVIe siècle a écrit dans un livre l'histoire du mouton de Panurge. Un mouton que Panurge avait justement jeté par-dessus bord parce que le marchand d'Andeno se moquait de lui parce qu'il était très mal vêtu. Pour se venger, il a jeté le mouton qu'il venait d'acheter et d'autres moutons l'ont suivi sans réfléchir. Vous faites exactement la même chose. Allez revoir l'histoire de Panurge, c'est dans le quart livre qui met en scène Pantagruel. Bref, c'est la littérature française. Puisque vous êtes devenu français, allez-y donc. Les panafricanistes, ce sont ceux qui ont été prêts à se liguer contre l'impérialisme, même si ça leur coûtait très cher. On a déporté jusqu'à sa mort en 1803 François-Dominique Toussaint Louverture au fort de Joux en France, c'est dans le Jura. On a justement Joseph Anténor Firmin à Haïti, qui a refusé d'être ministre du gouvernement de Lysius Salomon parce qu'il était contre le caractère pro-américain, pro-impérialiste du président Lysius Salomon. C'est justement à Haïti. Lysius Salomon avait cédé aux Américains en échange d'une protection américaine l'île de la Tortue, ce qui appartenait aux Espagnols avant, qui avaient conquis l'île qu'ils appelaient Hispanoia, l'île de la Tortue qui a la forme d'une tortue de mer, dont ils ont donné le nom la Tortuga de Mar. Donc, on a été prêt justement, alors qu'aujourd'hui chez nous les gens sont prêts à lécher des bottes de Paul Biya pour être ministre, on a été prêt plutôt à Haïti à faire l'inverse, a refusé d'être ministre d'un gouvernement néocolonial, Joseph Anténor Firmin, qui justement a répondu, parce que c'est ça le panafricanisme, la restauration de l'égalité. Il a écrit un livre qu'il a intitulé L'anthropologie positive, et c'est sur l'égalité des races. C'était en 1885. C'était la réponse justement à ce que monsieur Arthur de Gobineau, un Français et un diplomate français par ailleurs ambassadeur de Suède, avait écrit dans une logique mais totalement raciste, 3 décennies plus tôt, en 1853, le livre, et c'est sur l'inégalité entre les races, où dans ce livre il dit d'ailleurs que parmi les sous-espèces de notre race, parmi les sous-variétés de notre espèce, il y a la race noire et la race jaune.
Anténor Firmin a dit « Je hais le mépris colonial, je hais la colonisation, je m'oppose non seulement aux impérialistes, mais à tous ceux qui partagent leurs idéaux, je m'oppose à la discrimination, je veux une logique d'égalité. » C'est pour ça qu'il dit « égalité entre les races ». Le panafricanisme, c'est celui-là. Je traite l'autre de la même façon que moi. Je ne me dis pas, les Camerounais me demandent, je m'en fous, mais le blanc, comme je suis le meilleur élève de la France du français, là je sors de mon terrier, je sors comme un termite, je sors comme une chenille, parce que le temps est propice, parce qu'un blanc, un français, Emmanuel Macron, a voulu me voir, et voilà. Quand un activiste de la diaspora ira encore dire à Emmanuel Macron que Paul Biya tue les Camerounais, que Paul Biya est un dictateur, il ne faudra pas que vous disiez, et après, pourquoi c'est auprès de la France que tu viens revendiquer, justement, peindre ton pays en noir? C'est Paul Biya lui-même, avec votre concours, avec votre participation, qui peint le pays en noir parce que il va rendre compte à un occidental. Et c'est cet occidental-là qui vient, à votre grande joie, vous expliquer ce qu'est le Covid-19, vous expliquer comment se passe le combat et la coopération franco-camerounaise et vous donner du matériel de soins alors que la France elle-même, elle est en grand manque actuellement avec près de 20 000 morts. Donc, comparé donc ce panafricanisme-là à celui de nos grandes figures, votre panafricanisme de Paul Biya, où après y avoir retiré Bolloré de la gestion du port alors qu'il y avait un consortium asiatique, on a reconduit justement Bolloré, qui est justement l'un des principaux acteurs du pillage des ressources au Cameroun, ainsi que la PIHP et tous les organismes qui ne payent pas leurs impôts depuis la nuit des temps, avec le concours de vos panafricanistes institutionnels et artificiels. Marcus Garvey avait compris que l'indépendance économique de l'Africain, de l'homme noir, parce que pour lui c'était ça l'idéologie, l'indépendance de l'Africain, de l'homme noir, était le point focal de son indépendance. Ce n'était pas l'assistanat. C'est pour ça que en 1912, après que les Occidentaux ont, à travers la White Star Line, justement, conçu le Titanic, le plus grand navire du monde à l'époque, qui d'ailleurs va chambrer la même année parce que c'était mal conçu, le 14 avril 1912, Marcus Garvey a mis sur pied la Black Star Line dans la foulée, qui justement desservait, qui permettait justement aux Africains de se connecter entre eux dans la région des Antilles et ailleurs. C'était ça la vision, c'était ça, il fallait sortir de l'assistanat. C'est pour ça que justement, en dehors d'être un orateur père et un grand homme d'affaires et un grand panafricaniste, il était aussi un homme d'affaires parce que l'économie est importante, parce que l'indépendance est importante. Et c'est parce que Kwame Nkrumah l'avait compris qu'il avait justement par ailleurs baptisé l'équipe nationale du Ghana les Black Stars. Parce que voilà, les Black Stars, c'est les étoiles noires, parce que justement, c'était dans la foulée de ce que Marcus Garvey faisait en disant on veut l'indépendance, on veut l'unité africaine, on veut l'unité du peuple noir. La devise de Marcus Garvey, One people, one aim, one destiny. Justement, un peuple, un but, une destinée, parce que il savait que l'impérialiste ne fait pas de distinguo entre les différents pays que nous appelons État ou je ne sais pas quoi. Un noir est un noir, un africain est un africain, et un colon devant un africain, il va l'écraser de toute façon. Donc, si Paul Biya est le panafricaniste que vous préconisez, il serait Marcus Garvey, il serait Thomas Sankara, il serait Joseph Anténor Firmin, il serait Henry Sylvester Williams. Voilà les panafricains, voilà ceux qui ont écrit l'histoire, voilà les grands. Ménélique II qui a justement mis à genoux les Italiens en mars 1896 à la bataille d'Adoua. Et c'était d'ailleurs une femme, on va peut-être poser les questions sur la femme de Paul Biya, peut-être qu'elle est à moitié française, d'où l'absence d'idéologie de panafricanisme, parce que c'est Taïtou Betoul, la femme de Ménélique II, qui pour la bataille de 1896 va concevoir le plan de guerre qui va mettre à genoux et botter les fesses aux troupes italiennes, qui fait que l'Éthiopie a été le seul pays africain, justement dans ce contexte-là, qui n'a pas connu la colonisation. Si donc en Éthiopie la capitale s'appelle Addis Abeba, c'est en hommage à Taïtou Betoul parce que le paysage étant magnifique avec de belles fleurs, Ménélique II décide en guise de remerciement et d'amour pour sa femme de construire là-bas cette cité qu'il va appeler la Nouvelle Fleur, Addis Abeba. Quel est l'acte héroïque de Paul Biya qui va entrer dans l'histoire et qui va marquer son panafricanisme? Le meilleur élève de la France est actuellement à l'œuvre et justement a fait venir le véritable président de la France, Christophe Guilot, qui est donc maintenant l'ambassadeur de la France, le Jacques Foccart, le nouveau patron de la cellule africaine de l'Élysée, le Jacques Foccart, qui va venir justement vous expliquer à vous le Cameroun ce qu'est le Covid-19.
On ne dit pas qu'un ambassadeur étranger ne doit pas parler sur une chaîne africaine. On ne dit pas que c'est la première fois que, au sortir du palais de l'Unité, un ambassadeur prend la parole. Mais on est dans un contexte particulier. On est dans un contexte où Donald Trump dit America's First. On est dans un contexte où Macron dit nous sommes en guerre. On est dans un contexte où même les frontières de Schengen ont été fermées. C'est-à-dire vous avez du mal à quitter d'un pays à l'autre. Si vous êtes confiné en France, vous êtes bloqué là-bas. Si vous êtes confiné en Allemagne, vous êtes bloqué là-bas pour l'instant. Mais vous êtes dans la logique du voilà, je suis indépendant, mais en même temps, je suis justement l'ami de celui qui m'a mis à genoux, celui à qui j'ai concédé toutes les concessions minières, agricoles, etc. Christophe Guilloup va donc venir et il vous dira que le Cameroun est un grand pays, que Paul Biya est en pleine forme, que voilà, il y a une bonne coopération entre la France et l'Afrique, qu'il a causé avec Paul Biya, qu'il y ait un grand dynamisme et que la France se tiendra toujours aux côtés du Cameroun pour l'aider et que les gels hydroalcooliques entrent dans le cadre de cette coopération et que voilà, la France ne lâchera pas le Cameroun et que l'amitié perdurera. C'est dans cette drague-là, dans cette instrumentalisation, cette infantilisation, les bons petits frères, les bounty, les bons nègres, ceux qui aiment l'autre, c'est dans ça qu'on vous a englué. Et vous avez oublié que pour des beignets, pour des lefombo sucrés, vous êtes allé à l'ambassade de France. Voilà donc le président de la République de la France aujourd'hui déjà que Paul Biya est absent parce que qu'il soit vivant ou pas, il est malade, il est fatigué, il est KO, il est incapable de gérer déjà que quand il était en forme, le bilan du Cameroun était très famélique. Nous sommes actuellement à plus de 1000 cas. Donc même si c'est pas encore l'Italie ou la France, c'est quand même le deuxième pays le plus contaminé d'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas rien et la tendance va crescendo et les hôpitaux sont déjà corsés parce qu'il y a un homme d'État, pardon, une élite justement, un homme public qui a été une personnalité déportée de l'hôpital central à l'hôpital général parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôpital central. Si on se retrouve avec 20 000 cas, est-ce qu'on aura les 20 000 lits de réanimation qu'il y a, les 27 000 lits de réanimation qu'il y a en Allemagne par exemple, ou les 15 000, 10 000 qu'il y a en France? Donc, votre président, aujourd'hui, celui qui vous devrait rendre des comptes actuellement, ce n'est plus Paul Biya. Pour vous, il est mort, même si vous l'avez eu pendant 4 secondes, le débat n'est pas là. Le Cameroun n'est pas gouverné, et s'il est gouverné, le Cameroun n'est pas gouverné par les Camerounais. Marcus Garvey, pour finir, sur lui, disait que l'histoire de l'Afrique est glorieuse, l'histoire de l'Afrique est belle, et que l'Afrique que nous sommes en train de construire aujourd'hui étonnera le monde de demain. Mais sachez que pour vous, le monde de demain se souviendra, comme au temps de Gaulle et du maréchal Pétain, comme au temps de Hitler et des collabos juifs allemands, qu'il y a eu des gens, quand l'histoire de l'Afrique s'écrivait, il y a eu des gens qui préféraient faire des courbettes aux colons plutôt que de recevoir de l'aide de leurs semblables. Vous êtes capable, et vous le savez très bien, vous êtes capable d'accepter qu'un Français soit encore dirigeant du Cameroun par rapport à quelqu'un d'autre, comme Léon Mba, qui acceptait justement, qui avait supplié le général.